Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La Guinée vers la tenue du référendum constitutionnel. Le Collège des experts pour la relecture de l'avant-projet de la nouvelle constitution a rendu son rapport. Plusieurs semaines de réflexion pour qualifier ce document si important pour notre pays. Et puis c'est une grande première, la Guinée accueille les travaux du Forum international des secrétariats généraux du gouvernement, échange de bonnes pratiques pour améliorer la prestation de l'administration publique. On fera le point tout à l'heure avec l'invité de ce journal. Et enfin, le top départ de la campagne agricole 2025 est donné. Plus de 100 milliards de francs guinéens sont annoncés cette année pour accompagner les acteurs du monde rural. Des annonces, mais aussi des innovations, comme on va le voir tout à l'heure avec Marwan Kamara. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Collège des experts pour la relecture de l'avant-projet de la nouvelle constitution a donc officiellement déposé son rapport ce matin au CNT. C'est le résultat de plusieurs semaines d'intenses travaux. Au final, un document qui devra aider à la conception d'une constitution qui réponde aux aspirations des Guinéens. Voici les explications de Robert Sidi Tolno. C'est ici, dans la salle historique des actes du Palais du Peuple, que le rapport final qui a sanctionné le travail du Collège d'experts sur la relecture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution a été officiellement remis au président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Composé de juristes, de sociologues et de politologues, ces experts ont travaillé durant plusieurs semaines sur la forme et le fond du document. Proposer des reformulations, nous avons proposé de contracter certaines dispositions, nous avons proposé de renvoyer certaines dispositions du corps de la Constitution vers des lois organiques dont nous avons proposé la rationalisation. Nous avons fait des propositions nouvelles. Ce n'est pas à nous la tâche d'écrire le projet de constitution. Cette tâche incombe, conformément à l'article 57 de la Charte de la transition, au CNT. Peut-on faire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble si nous ne tirons pas les leçons de notre histoire? Je crois que ce dernier stade, qui vient compléter d'autres événements, d'autres consultations, vient montrer que si l'on peut critiquer cette constitution, les critiques seraient moins fortes et moins fréquentes que celles qu'a connue la Constitution de 2010. Visiblement satisfait du travail abattu, le maître d'œuvre de la nouvelle Constitution, Dr Dansa Kourouma, a salué le sérieux et l'esprit patriotique qui a caractérisé le travail. L'humilité, c'est malgré vos expériences, vos temps, vos occupations, vous avez tout abandonné pour faire ce travail. Vous ne l'avez pas fait pour moi, vous ne l'avez pas fait pour le chef de l'État, vous l'avez fait pour tout le peuple de Guinée. Parce qu'en réalité, vous avez servi ce temps. Le président de la République aura l'occasion de vous remercier parce qu'on a fait un travail en téléchargement du discours qu'il a tenu et dans le respect de l'esprit et de la lettre de ce discours et surtout des dispositions des articles, surtout ces cassettes de la charte de la transition. Ce rapport, ça sera un cours de droit, un recueil de pratiques, d'expériences. Parce que je n'ai pas l'habitude de lire dans les bibliothèques de Guinée un tel rapport d'experts indépendants qui ont été requis pour donner un avis indépendant sur un projet constitutionnel rédigé par un constituant et qui a toute l'indépendance nécessaire. Ces documents sont tout d'abord appréciés par l'organe législatif de la transition. Ils seront par la suite constitués en requête en vue de les faire parvenir au chef de l'État très prochainement. Et comme vous le constatez, c'est un tournant décisif qui est donc en train d'être franchi dans l'organisation des prochaines élections en Guinée. De son côté, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a réceptionné hier le deuxième lot de 3000 kits d'enrôlement biométrique, ce qui complète à 6000 le nombre de kits disponibles actuellement à Conakry. Une occasion pour les autorités de confirmer la tenue des élections courant 2025. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Après réception d'un premier lot de 3000 kits d'enrôlement biométrique par le Premier ministre, chef du gouvernement, voici l'arrivée du second et dernier lot de 3000 autres kits
cette fois reçus par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces appareils, livrés par Hightech Innovatrice, représentent une étape cruciale dans le processus de l'organisation des futures échéances électorales. Cette étape, c'est l'étape cruciale. Ça vient boucler l'opération de réception effective des 6000 kits qui ont été l'objet d'un contrat qui nous lie au groupement Hightech et Innovatrix. Aujourd'hui, les 3000 kits viennent donc appuyer les 3 premiers que nous avons reçus. Et aujourd'hui, ils seront opérationnalisés et projetés au plus tôt dans toutes les régions de la Guinée pour que le recensement soit effectif à partir du 15. Ce que nous avons innové cette année, c'est de travailler avec le syndicat de l'éducation. Donc les 4 centrales syndicales de l'éducation réunies nous accompagnent dans le renforcement de capacités jusque dans les villages parce qu'ils sont des enseignants qui sont sur le territoire national qui nous aident à renforcer les capacités. Désormais, avec 6000 kits d'enrôlement biométrique disponibles en Guinée, les autorités de l'administration du territoire et de la décentralisation s'en félicitent. Alors je voudrais rassurer les uns et les autres que ces élections se tiendront bel et bien dans le courant de cette année. Les équipements sont déjà disponibles, les personnels sont disponibles et les cadres techniques sont en train de travailler d'arrache-pied pour le respect du délai de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de l'enrôlement biométrique pour la mise en place du fichier électoral, ces kits d'enrôlement vont servir pour l'établissement du registre national des personnes physiques, le RNPP. Et c'est également une rencontre importante dont les travaux ont commencé ce matin à Conakry. La capitale guinéenne abrite en effet les activités du premier forum international des secrétariats généraux du gouvernement. On va en parler beaucoup plus en détail dans un instant avec notre invité. Mais il faut savoir déjà que ce sont les représentants de 13 pays qui prennent part à ces travaux placés sous l'égide du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Abakar Diaby. Les travaux du tout premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement ont officiellement démarré à Conakry. Cet événement majeur tient ici toutes ses promesses. La tenue d'une telle rencontre dénote de l'engagement collectif des chefs d'État pour garantir les bonnes pratiques administratives dans la gestion des affaires courantes des gouvernements des 11 pays membres de l'initiative. Cet ambitieux programme est soutenu par les institutions internationales comme l'Union européenne. L'initiative de ce forum est née d'un besoin. Un besoin de rencontre entre les idées, les méthodes, entre les femmes et les hommes qui les portent au service de leur gouvernement, au service de leur État et au service de l'action, surtout de l'État. L'impulsion, la coordination et parfois le contrôle de ces actions est au cœur du travail des actions du gouvernement qui conduisent les politiques publiques définies par nos chefs d'État. Au carrefour de ces actions se retrouvent les secrétariats généraux du gouvernement. Ce forum nous permettra sans nul doute de répondre à ces questions et de proposer à nos autorités des mesures à travers des recommandations de création d'un réseau et de mise en place d'un outil de travail pour mieux qualifier nos ressources. L'Union européenne est fière d'accompagner cette dynamique, non seulement à travers un appui technique et financier, mais surtout à travers un engagement en faveur de la consolidation institutionnelle et de la réforme de l'administration publique. La capacité de l'État d'assurer la stabilité, la régularité et la prévisibilité de l'action publique est une condition indispensable à la paix, à la bonne gouvernance et au développement durable. À cette rencontre de haut niveau, la mobilisation des membres du gouvernement de la transition est remarquable. La Guinée et ses pays hôtes sont dans une dynamique de transfert de compétences pour améliorer les actions gouvernementales afin de répondre aux exigences internationales dans la pratique du secrétariat général du gouvernement. Votre rencontre témoigne de l'engagement des gouvernements respectifs que vous représentez ici en faveur du progrès, du renforcement de la coopération et de la consolidation de nos institutions publiques, véritables piliers des nations. Vous jouez, vous le savez, un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques, dans la coordination des actions gouvernementales, ainsi que dans la promotion
de l'efficacité, de la modernisation et de la continuité de l'action administrative. Ces assises vont durer 3 jours. Des conférences structurelles et des panels vont meubler ce premier forum international des secrétaires généraux du gouvernement. La stratégie vise à vulgariser les valeurs de ces départements stratégiques pour un développement durable en faveur des différents États. Merci Abakar Diaby. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans ce reportage et c'est lui qui est notre invité. Bonsoir à vous, monsieur Tamba Benoît Kamano. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le ministre secrétaire général du gouvernement. C'est vous qui portez justement ce projet de forum international des secrétariats généraux de gouvernement. Première question, pourquoi un forum des secrétaires généraux de gouvernement? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de remercier la RTG, à travers vous, le ministère de l'Information et de la Communication, qui a facilité la vulgarisation et la réalisation de ce forum à travers une communication très dynamique et qui par ailleurs facilite aussi la vulgarisation de l'action du gouvernement et qui nous rapproche donc de la population partout où ils sont sur le territoire national. Je vous en suis reconnaissant. Pour revenir à votre question, pourquoi organiser ce forum? C'est né d'un besoin, comme je l'ai dit dans mon propos introductif de cette conférence inaugurale, et ça a été placé sous l'autorité, la haute autorité du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui nous a permis et qui a permis au Premier ministre de coordonner l'organisation de ce forum, qui nous a donné des instructions en tant que chef de gouvernement de placer l'organisation de ce forum-là sous le thème des secrétariats généraux du gouvernement comme outil de continuité de l'action de l'État. Ce qui est différent de l'État, parce que l'État est un organe périn qui est composé de la nation, du pouvoir et du territoire. Mais l'action du gouvernement survit aux hommes. Et en tant que centre de gouvernement, en tant que centre administratif qui facilite l'interministérialité, le Premier ministre nous a instruit donc de procéder avec les pays hôtes qui ont bien voulu accepter notre invitation à cette question, quel outil au service d'une gouvernance moderne? Et donc c'est pendant 3 jours que nous allons statuer avec les chefs de délégation qui ont bien voulu accepter notre invitation et à qui je rends hommage ici, parce que certains sont venus de très loin. Nous avons la République démocratique du Congo. Oui, on aura le temps de parler justement de ces pays qui participent, mais plus concrètement, organiser un forum international des secrétaires généraux, une première, je le disais à l'entame, quel est le constat qui a prévalu à cette initiative, plus concrètement? Concrètement, l'objectif, c'est de créer un cadre de dialogue technique, de discussion entre ces organes administratifs qui sont la cheville ouvrière qui accompagne les premiers ministres, chefs de gouvernement ou les chefs d'État dans l'impulsion, la coordination et le contrôle de l'action publique. Il manquait un cadre de dialogue technique au sein duquel ils se retrouvent pour discuter, comme certains instruments qui existent par ailleurs dans des domaines techniques. Et donc là, pour harmoniser une réglementation administrative, pour harmoniser les outils de coordination de l'interministérialité, il était nécessaire de se retrouver. Et je vous assure, comme vous l'avez dit, c'est une première. Une tentative a été faite il y a 10 ans, elle n'a pas abouti, et nous avons donc initié, à cause de ce vide-là, cette rencontre-là. Ça nous a pris 6 mois de préparer à travers une étude comparative sur 35 pays, à travers un questionnaire envoyé à ces pays. Certains ont répondu au questionnaire. Ça nous a permis d'établir un tableau d'études comparatives et de ressortir les points communs, les points de différenciation, mais surtout les défis communs qui vont concourir au soutien des politiques publiques et surtout de faciliter la coordination de l'action gouvernementale en élaborant des règles de travail administratifs communs, en élaborant des parcours législatifs et réglementaires communs, mais surtout en se basant sur les spécificités de chacun selon son ancrage pour renforcer cet ancrage, pour renforcer ces outils-là et surtout relever le défi de la modernisation qui permettra au gouvernement de répondre aux défis des changements politiques, mais surtout de maintenir la continuité de l'action de l'État. Et faciliter aussi la coopération entre les différents pays, entre les secrétariats généraux du gouvernement des différents États. L'objectif, ce sera surtout, effectivement, de créer un réseau. La forme juridique ou le format sera défini à l'issue des 3 jours de travaux. Le réseau permettra
de définir un cadre formel de rencontres régulières et aussi de créer un outil technique de coopération, à l'image de certains outils qui existent. Cet outil technique de coopération peut être axé sur un comité réglementaire ou législatif ou des rencontres périodiques qui permettront de qualifier les cadres de ces administrations ou des institutions assimilées, parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des secrétariats généraux du gouvernement. Certains sont des institutions administratives à la disposition des chefs de gouvernement ou des chefs d'État pour les accompagner dans la détermination des politiques publiques. Donc la création du réseau est un objectif, la création d'un outil technique de coopération est un autre objectif. Pendant ces 3 jours-là, les chefs de délégation de ces pays vont se pencher à travers les 8 thématiques que nous avons définies avec eux, qui font l'objet de tables rondes thématiques. À l'issue, une déclaration commune sera prise si nous arrivons, bien entendu, à faire ça. Et c'est une immense fierté pour nous d'accueillir ce premier forum en terre de République de Guinée et de montrer ce que nous sommes capables en tant que pays panafricain ouvert, conformément surtout à la vision du chef de l'État. Il faut le signaler, c'est grâce à lui que cela est possible. Ouvrir la Guinée, inviter d'autres pays, venir parler des instruments modernes de gouvernance, c'est parce que le chef de l'État nous permet aujourd'hui de prendre ces initiatives-là que tout cela devient possible. Alors, monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, en vous entendant justement décliner les principaux enjeux de ce forum international, on se rend compte combien de fois il est intéressant. 13 pays, les représentants de 13 pays participent à cette rencontre de Conakry. De façon succincte, quels sont les grands enjeux des travaux? Les grands enjeux, c'était d'abord de réunir tout le monde. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un travail préalable de porte à porte. Et je remercie le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui a mis toutes ses équipes à notre disposition pour faciliter, à travers les notes verbales, les échanges entre toutes les administrations et les représentations diplomatiques de ces pays dans notre pays. L'enjeu principal, c'est de créer ce cadre-là, qui n'existait pas. Nous sommes des organes administratifs. Nous devons être qualifiés, avoir des instruments, avoir la capacité de répondre aux grands enjeux des gouvernances qui s'opposent. Les systèmes de gouvernance sont différents selon les pays. Mais ce qui est commun, c'est comment aider les autorités, les chefs d'État, les premiers ministres à conduire les politiques publiques dans l'intérêt des citoyens. C'est ça l'enjeu de ce forum-là, qui est le premier du genre et pour lequel tous les pays qui ont accepté de venir manifestent un grand intérêt en contribuant effectivement à des discussions, je peux vous dire, sans tabou. Pour cette première journée aujourd'hui, les discussions ont été très enrichissantes. Alors, un mot sur ces immersions. On a vu par exemple certaines délégations qui sont arrivées un peu tôt en Conakry, qui ont été au siège du secrétariat général du gouvernement guinéen. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été leurs appréciations? Alors, en amont, on avait soumis un questionnaire. Mais le fait que certaines délégations arrivent 2-3 jours avant nous a permis de discuter en immersion au secrétariat général du gouvernement en présentant ce que nous sommes, notre organigramme, nos outils de travail. Et eux aussi nous présentant leur organisation et leurs outils de travail. Cela nous a permis de se mettre en face de nos forces, de nos faiblesses et des défis communs qui nous attendent. Cela a permis d'aller au-delà du questionnaire, d'aller au-delà des recherches sur les sites internet, de discuter en amont et de préparer les 3 jours de forum qui aujourd'hui sont plus faciles à mener parce que les uns et les autres ont appris à discuter et à connaître les systèmes de gouvernance qui sont dans chaque pays. On va vous dire merci. Monsieur Tamba Benoît Kamano, le ministre secrétaire général du gouvernement, qui était donc sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs, pour évoquer avec nous le premier forum international des secrétariats généraux du gouvernement, une rencontre qui mobilise donc 13 pays dans notre capitale. Merci à vous, monsieur Kamano. Dans le reste de l'actualité, lancement ce matin à Conakry des travaux d'élaboration de la stratégie de transformation digitale du système d'enseignement technique, une initiative qui vise à atteindre d'ici à 2030 de meilleurs résultats dans le secteur. Et pour l'occasion, la ministre de l'enseignement technique a souligné toute l'importance que la Guinée accorde au développement du capital humain. Elle a surtout réitéré l'engagement du gouvernement à investir dans la formation des jeunes. Tcherno Ousmane Diallo. Dans la nouvelle vision de développement de l'enseignement technique, le ministère veut pousser plus loin l'intégration du numérique dans la marche du département et dans la formation des apprenants. Avec ce lancement du processus d'élaboration de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique, un pas de plus est franchi et de nouveaux éléments vont être intégrés dans le dispositif en place.
Il y a des projets comme eLearn qui s'en viennent. On va pouvoir potentiellement très bientôt avoir la possibilité de faire de la pratique avec par exemple des casques virtuels. Donc on va pouvoir aider les apprenants dans les régions éloignées à pouvoir, via leur téléphone portable par exemple, suivre des cours, poser des questions. Et bien évidemment, il y a aussi un aspect intelligence artificielle que nous allons intégrer au fur et à mesure. Avec ce travail d'élaboration de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique, la Guinée réaffirme son soutien à l'initiative panafricaine pour la transformation numérique, système d'enseignement technique et de développement des compétences. Aujourd'hui, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se dote d'une stratégie de digitalisation de son enseignement et nous ne pouvons qu'être fiers et vraiment être en synergie d'action pour accélérer cette transformation numérique. Quand on sait que selon les rapports, 230 millions d'emplois en Afrique subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. Pour que notre jeunesse puisse prospérer dans cette nouvelle ère et devenir actrice de notre souveraineté économique, notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle doit absolument se réinventer. Intégrer le digital est devenu une condition sine qua non pour garantir l'accès équitable à une formation de qualité, pertinente et en phase avec les compétences recherchées. L'UNESCO, l'Union africaine, la BAD et la francophonie accompagnent les États africains dont la Guinée pour réussir à faire du numérique un levier de transformation du système d'enseignement technique pour l'employabilité des jeunes et accélérer le développement du continent. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle pour les fonctionnaires d'État en service à Kankan. Les travaux de construction de la cité administrative sont lancés par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la récupération des domaines spoliés de l'État. En tout, près de 50 appartements vont sortir de terre pour faciliter l'accès aux logements adaptés à toutes les conditions. Sur place à Kankan, on fait le point avec Diamo Kaba. En avril 2026, les agents des services déconcentrés de l'administration publique de Kankan seront réunis au même endroit. L'espace choisi pour abriter cette cité est situé au quartier Bricterie à proximité du camp Sundiata Keita. Ce levier d'attractivité pour la fonction publique témoigne de la politique urbaine mise en branle depuis le 5 septembre 2021. Cette cité s'étend sur une superficie de 9 447 mètres carrés et comprend 5 bâtiments. 4 bâtiments R+3 avec 2 appartements de 3 chambres. Un bâtiment R+3 avec 2 appartements de 2 chambres et un aménagement extérieur. Elle représente aussi et surtout la volonté de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, d'améliorer la qualité de vie de nos fonctionnaires, de leurs familles et de tous les citoyens qui résident dans cette région. Par ce lancement officiel des travaux de réhabilitation de la cité administrative de Kankan, le ministre de l'Urbanisme dévoile les grandes ambitions du chef de l'État pour trouver des solutions aux difficultés de logement des fonctionnaires. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a reçu les instructions du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de relancer la construction de toutes les cités administratives du pays au nombre de 33 à l'échelle des 33 préfectures et les 13 communes de Conakry. L'ambition du gouvernement est d'améliorer la fourniture des services à la base, qui par d'amélioration des services publics parle des conditions de vie des agents de l'État qui viennent fournir ces services au nom de l'État. Donc cette cité de Kankan dont les travaux ont été lancés aujourd'hui rentre dans ce chemin de refondation. Dans le registre de la récupération des domaines de l'État, dans une architecture moderne, cet autre projet social va bientôt voir le jour. Il s'agit de la construction d'un nouveau marché pour les femmes, non loin du grand centre de négoce de Nabaya. Sur le terrain, le ministre Mori Kondé lance la campagne pour inciter les occupants à libérer les lieux. Une opération préventive avant la phase répressive. Encore une fois, que les citoyens acceptent de coopérer dans la récupération des domaines spoliés de l'État parce que les projets d'infrastructures qui seront bâtis sur ces domaines sont des projets d'utilité publique. Ce n'est pas des projets ni pour le gouvernement, ni pour les membres du gouvernement, ni pour le Premier ministre, encore moins pour le chef de l'État, mais plutôt pour nos braves populations. Partout, les bases du développement local durable sont jetées, comme ici à Kankan avec ces 2 projets phares inscrits au cœur des priorités du chef de l'État.
Et puis je le disais tout à l'heure, la campagne agricole est officiellement lancée ce mercredi sur l'ensemble du territoire national sous le thème « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources ». La campagne est officiellement lancée par le Premier ministre chef de gouvernement à Ditine. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Et nous allons prendre ce soir encore la direction de Kampala, en Ouganda, où se tient la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable. Un rendez-vous qui doit permettre d'impulser un véritable changement et de relancer les ODD ainsi que l'agenda 2063. La Guinée est représentée aux travaux par une forte délégation des ministères de la Pêche et de la Coopération internationale. Envoyé spécial à Kampala, Al-Gassimoba. L'Afrique, comme le reste du monde, est en retard pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable et a même redressé sur certains d'entre eux. Pour relever ce défi majeur, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se retrouvent. Au menu de la rencontre, adopter et appeler à la mise en œuvre effective du second plan décennal afin de stimuler la création d'emplois et la croissance économique. La Guinée est sur cette trajectoire d'une approche de développement planifiée de façon stratégique avec l'élaboration du programme développement économique, social, durable, Simandou 2040, avec ces 5 piliers qui couvrent l'essentiel des objectifs de développement durable tels que définis dans l'agenda 2030 du système des Nations Unies, mais également dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ces assises de Kampala marquent l'urgence d'accélérer les actions à tous les niveaux pour atteindre les objectifs des agendas 2030 et 2063. Une opportunité unique de réfléchir aux résultats du sommet et de définir des actions concrètes pour leur mise en œuvre. C'est vraiment une occasion de partager les expériences, de prendre les bonnes pratiques à notre compte et d'améliorer, d'ajuster nos politiques publiques en vue d'amorcer un développement harmonieux, durable et stable de notre pays. Cette 11e retrouvaille régionale africaine pour le développement durable se tient en amont du 2e sommet mondial pour le développement social à Doha en novembre 2025. Retour en Guinée et nous allons parler des mines avec la tenue du conseil d'administration de la Société des mines de fer de Guinée. C'est à Lola, en Guinée forestière, un rendez-vous de partage qui a regroupé les membres clés, dont les actionnaires, les experts en industrie et les représentants du gouvernement. Les débats ont permis aux acteurs de définir les orientations stratégiques et de s'assurer que l'entreprise opère conformément aux réglementations du secteur. Saint-Martin Fancinadouno et Marwan Kamara. Cette rencontre marque le dernier conseil d'administration de la Société des mines de fer de Guinée au compte de cette année. Une réunion de partage d'expériences et de décisions dans l'évolution du projet Konkobeni dans la préfecture de Lola. Ce projet, en phase de construction, est mis en œuvre grâce à l'implication du gouvernement. C'était un conseil qui nous a permis de prendre des décisions stratégiques sur comment orienter le projet, quelles sont les mesures que nous devons mettre en place pour que les phases suivantes se passent de la manière la plus délicate possible. Donc nous avons des parties prenantes du côté environnement, l'État guinéen, mais aussi les organisations internationales qui travaillent dans le domaine environnemental. Nous avons les actionnaires et aussi les communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Implantée dans la préfecture de Lola, la Société des mines de fer de Guinée développe ses activités au cœur des monts Nimba. Sa gestion implique une attention particulière conformément aux nouvelles exigences du développement du secteur minier au bénéfice des communautés. Nous sommes en train de développer le projet en phase. Cette première phase-là qui va constituer une phase de développement assez simple, une phase de production. Nous attendons entre 500 et 2000 emplois directs et indirects sur toute la durée de la vie du projet. La Guinée est actionnaire dans le projet. Il y a bien sûr tous les revenus qui vont être générés par les impôts, par exemple, et les royalties qui vont être payés à la Guinée. Mais au-delà de ça, la Guinée est actionnaire dans le projet. Donc la Guinée va recevoir des dividendes des revenus qui seront générés par le projet. La Société des mines de fer de Guinée est un projet minier
qui a pour ambition de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers la mise en valeur vertueuse des richesses naturelles du sous-sol guinéen. Et pendant ce temps, l'Union internationale pour la conservation de la nature organise un atelier de haut niveau sur les solutions fondées sur la nature. C'est pour renforcer les capacités des acteurs du développement sur les enjeux environnementaux et climatiques. Il s'agit, en termes clairs, de leur fournir des outils nécessaires pour intégrer ces solutions dans leurs secteurs respectifs. Sona Sagno. Cet atelier de renforcement des capacités et d'élaboration d'une note stratégique sur l'utilisation des solutions fondées sur la nature dans les secteurs du développement réunit une cinquantaine d'acteurs issus des départements sectoriels et de la société civile guinéenne. Pendant 2 jours, ils échangent sur les meilleures stratégies en vue d'intégrer ces approches dans les politiques nationales. L'objectif, comment on pourra renforcer la capacité de ces décideurs politiques, les professionnels, etc. Pas seulement pour développer, mettre en œuvre, mais aussi évaluer projets, programmes, solutions fondées sur la nature, mais aussi être capable d'intégrer les solutions fondées sur la nature dans le processus des politiques nationales ainsi que des stratégies nationales. Ce projet sous-régional concerne 3 pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Ghana. En Guinée, il est mis en œuvre dans les territoires villageois de Madinaoula, dans Kindia et la réserve de Kounoukan à Forekaria, 2 zones stratégiques pour la conservation et la restauration des écosystèmes. Nous prendrons soin de prendre les dispositions pour qu'une restitution soit faite au ministère de l'Environnement en conseil de cabinet pour que les responsables techniques au plus haut niveau, c'est-à-dire les directeurs nationaux et les directeurs généraux, puissent avoir un retour sur ces questions-là. Cet outil pourrait nous aider à intégrer tous les besoins des communautés dans nos différents projets. À l'issue de ces travaux, une note d'information a été produite pour orienter la mise en œuvre des NBS dans les différents secteurs du développement du pays, une avancée clé pour la préservation des écosystèmes et la résilience des communautés en Guinée. Dans l'actualité encore, après plus d'1 mois de pause, le Mosacode reprend ses tournées de sensibilisation et d'implantation à travers le pays. Cette nouvelle phase a débuté dans la sous-préfecture de Tanene où le bureau fédéral a été officiellement validé. La délégation de la coordination nationale est conduite par Adja Diaba Doumbouya. Enfin, le point avec Kerfa, la presse Camara et Mamoudou Silla. Une équipe dynamique et résolue s'est rendue à Tanene sous la conduite de Adja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale du Mosacode. Accueillie chaleureusement par la population locale, cette visite a été l'occasion pour les habitants de témoigner des réalisations du CNRD. Nous sommes contents pour l'installation du bureau Mosacode Antenne Tanene. Nous sommes prêts aussi à accompagner le président général Mamadou Doumbouya pour que Tanene sorte 100% au niveau du référendum et l'élection présidentielle. Ici, vous êtes chez vous. Qu'il y ait ce mouvement ou pas, Doumbouya est chez lui. Ce qu'il a fait pour la contrer, c'est inédit. Les Blancs qui ont annulé les 4 ponts, c'est du travail. Lui, il a réduit ça en un seul pont. Nous sommes à 100%. Lors de ce grand rassemblement, la mobilisation des femmes ainsi que des autorités communales et sous-préfectorales a été particulièrement forte. Le responsable chargé des implantations du Mosacode, visiblement ému par cet accueil, a exprimé sa profonde gratitude aux citoyens de Tanene pour leur engagement et leur hospitalité. Nous sommes très contents de l'accueil par la communauté de Tanene et nous sommes très fiers de tout ce qu'ils ont réservé pour l'implantation de cette unité. Les habitants, reconnaissants de la présence du Mosacode dans leur commune, ont salué les efforts du général d'armée Mamadi Doumbouya pour ses actions en faveur du développement et de la prospérité de la Guinée. Après cette étape enrichissante, la délégation a poursuivi sa mission en direction de Bofa.
Et puis le ministère du Plan et de la Coopération internationale a lancé ce matin à Conakry le concours des ingénieurs statisticiens économistes. C'est un concours panafricain qui vise à améliorer la production et la disponibilité des données statistiques, ce qui devra faciliter l'élaboration, le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement, une initiative soutenue par la Banque mondiale. Daouda Tabansila, Youssouf Dembaya Kamara. Le concours est panafricain. En Guinée, ils sont au total 291 candidats, dont 91 inscrits dans les filières d'ingénieurs statisticiens économistes et 138 en analystes statisticiens. L'ambition pour les autorités guinéennes est de renforcer les capacités du système national de la statistique pour des données fiables axées sur une meilleure planification de l'économie nationale. Il faut rappeler que la Guinée, les 5 prochaines années, nous devons avoir 150 places pour vraiment former ces statisticiens. Au-delà de cela, ces formations sont complètement payées, prises en charge, mais aussi, à leur retour en Guinée, ils seront pris en charge, l'emploi est assuré. Donc, quelle bonne nouvelle, sous l'égide du chef de l'État qui a mis la formation au cœur, le capital humain au cœur de la refondation. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire invite les futurs admis de ce concours à revenir en Guinée en vue de servir le pays qui présente à nos jours un déficit de statisticiens. Au-delà de l'aspect reconnaissance de l'excellence, au-delà de l'aspect sécurisé pour ces jeunes étudiants, pour le pays, c'est un besoin, d'où mon insistance sur le fait qu'à l'issue de leur formation, ces jeunes devront se remettre au service du pays qui s'est mis à leur service actuellement. Donc c'est très important la redevabilité pour aussi les étudiants. Au total, ils sont plus de 3000 candidats en Afrique pour 200 places seulement. Après leur admission au niveau national, les admis à ce concours interafricain seront reçus dans les écoles de statistiques africaines, notamment à Anseya, École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au même moment, le plan national de développement sanitaire pour les 10 prochaines années est validé par l'ensemble des acteurs. Entre 2025 et 2034, l'objectif sera de requalifier davantage le système sanitaire de notre pays. Plusieurs questions ont été abordées au cours des 5 jours de travaux initiés par le Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé. Après 5 jours de travaux, les assises sur la validation technique du plan national de développement sanitaire PNDS 2025-2034 se sont achevées à Conakry. Cette rencontre a permis d'aboutir à un nouveau plan consensuel qui va guider le secteur de la santé en vue d'atteindre les objectifs dont la couverture sanitaire universelle. L'arrimage des objectifs stratégiques du PNDS 2025-2034 aux priorités actuelles du pays et les perspectives est une option sur laquelle l'ensemble des acteurs du système de santé doivent s'aligner. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes ont mis un accent particulier sur les aspects essentiels, parmi lesquels la garantie de la prise en compte de l'ensemble des dimensions transversales des cadres de suivi et évaluation du plan, l'intégration des nouvelles technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle, dans la mise en œuvre des suivis et évaluation du plan, le renforcement de la collaboration entre le ministère de la Santé et les autres départements sectoriels pour assurer une mise en œuvre efficace de ce nouveau PNDS. Au niveau du ministère du Plan, à travers l'INS, l'Institut national des statistiques, nous allons travailler avec vous car actuellement on est en train de faire le 6e EDS, qui est les enquêtes démographiques de santé, mais en même temps le recensement général de la population et de l'habitation. Vos réflexions et recommandations ont été précieuses pour garantir que ce plan réponde aux besoins de notre population et aux défis auxquels notre système de santé est confronté. Le programme national de développement sanitaire 2025-2034 constitue désormais une feuille de route pour transformer le secteur sanitaire guinéen pour les 10 prochaines années.
Et voilà qui nous amène à évoquer la situation des enfants autistes. Ce sont ces enfants-là qui souffrent d'anomalies naturelles. Une journée de sensibilisation est organisée à Fria. C'est pour amener les uns et les autres à trouver des voies et moyens pour une prise en charge adéquate de ces enfants vulnérables. Ousmane Ba et Ayasila. Comment prendre soin des enfants autistes? La question regroupe les autorités locales de Fria et les parents des enfants souffrant de cette anomalie sur initiative de la Fondation Salim pour l'autisme. La cérémonie commémore en différé la journée internationale de sensibilisation à l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année. Quand je prends personnellement pour moi, il a une déficience mentale. C'est pourquoi il ne comprend pas et il n'arrive pas à bien parler. Mais tout ce qu'on dit, il comprend. Entretenir ses enfants, ce n'est pas facile. Je vais remercier les parents qui ont des enfants autistes par rapport à leur entretien. Il ne faut pas les abandonner. Cette journée est mise à profit pour lancer des appels solennels dans le but d'assister ces enfants vulnérables afin de leur permettre de s'épanouir. Depuis 2023, plusieurs activités ont été réalisées, entre autres la réalisation des activités sensorielles, thérapeutiques, éducationnelles, l'accompagnement en denrées alimentaires, la réalisation d'une enquête nationale pour connaître le nombre d'enfants autistes en République de Guinée. Continuer encore à évoluer, n'est-ce pas, accompagner ces enfants qui sont victimes, n'est-ce pas, de cette anomalie. Et deuxièmement, c'est à l'endroit, n'est-ce pas, d'autres partenaires d'accompagner ces personnes. Personne ne souhaite la maladie, personne ne souhaite, n'est-ce pas, qu'ils se trouvent dans ça. Au cours des débats, plusieurs thématiques sont abordées, telles que le droit de ces victimes de l'autisme de vivre dignement et de s'épanouir au même titre que les enfants normaux. Et sous l'impulsion du président de la République, la mise en œuvre du programme de réinsertion des militaires à la retraite est déclenchée par les autorités. Toutes les garnisons militaires du pays seront touchées par cette opération de grande utilité. Mais comment réussir la mise en application de cette initiative qui pourrait générer des revenus pour les bénéficiaires? La directrice générale des pensions militaires et anciens combattants et le représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement ont discuté de la question. Caporal Mabinti Keïta. Après les services militaires, la période de retraite est un défi énorme pour les anciens militaires. La réinsertion et la reconversion de ces retraités s'opposent comme des solutions. Les autorités de la transition, sous la conduite éclairée du général Mamadi Doumbouya, portent une attention particulière à cette problématique. C'est dans cette optique que la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants et sa suite ont rencontré le représentant pays du PNUD. Au centre des entretiens, la mise en œuvre d'un programme de réinsertion en faveur des hommes et femmes qui ont servi la patrie sous le drapeau. Vu que PNUD, c'est une institution qui en a la charge du développement, on s'est dit pourquoi pas venir prendre un programme avec eux afin de pouvoir accompagner dans le cadre de la réinsertion socio-économique de nos militaires, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Défense qui en a la charge de gérer ces militaires. Ce vaste programme touchera les militaires en activité, à la retraite, mais aussi les veuves. Le PNUD, en tant qu'institution, compte accompagner ces militaires dans différents domaines d'intervention. On a passé en revue qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir bâtir un bon programme qui permet de, bien sûr, accompagner les militaires qui vont partir en retraite ou bien qui sont à la retraite ou bien les veuves de militaires. Il y aura toujours le côté financier. Et ce sera bien que le gouvernement aussi montre la geste à travers le ministère pour qu'on puisse ensemble mobiliser d'autres partenaires pour venir aussi nous accompagner. Chaque année, plusieurs militaires font valoir leur droit à la retraite conformément au statut militaire. Ces anciens combattants qui ont contribué à la montée en puissance de l'armée guinéenne sont valorisés à travers plusieurs initiatives innovantes du CNRD. Et c'est maintenant le temps pour nous de vous proposer le condensé de l'actualité internationale. C'est une compilation ce soir d'Alpha Isiagaba.
Au Gabon, la campagne électorale bat son plein en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. 8 candidats sont à lice. Parmi les candidats, l'actuel président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema. Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, le Conseil spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump est arrivé au Rwanda pour la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. La question du conflit de l'Est de la RDC et les investissements américains dans la région étaient au centre des discussions. La Chine a annoncé ce mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. L'annonce vient d'être faite par le ministère chinois du Commerce dans un communiqué officiel. Merci à Alpha Isiagaba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Et je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.